Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir. La mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution comprend, comme vous le savez, une série de propositions. Nous avons eu l'occasion d'en parler lors d'une émission précédente. Ce soir, nous consacrons Question d'actu à la constitutionnalisation de l'intervention de l'armée nationale populaire hors des frontières du pays pour participer aux efforts de maintien de la paix au niveau régional et international. Depuis son indépendance, en 1962, l'Algérie a posé la non-intervention comme l'un de ses piliers fondamentaux. Notre pays se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples. Elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques. Aujourd'hui, cela pourrait changer dans le projet de texte appelé à être modifié et soumis à tout ajout ou suppression encore. Une modification ou cette modification a suscité de vives réactions. Nous écouterons les avis de nos invités sur le plateau. Et nous recevons ce soir Monsieur Mostafa Hedem, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes analyste politique, merci d'être avec nous. C'est moi. Et nous accueillons Monsieur Mourtar Mediouni, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes expert dans les questions militaires et consultant à Canal Algérie. Alors, Monsieur Hedem, je vais commencer par vous. L'avant-projet de loi de la Constitution présenté début mai prévoit un article donnant le pouvoir au président de la République, selon certaines conditions bien sûr, d'envoyer des unités de l'armée à l'étranger après un vote à la majorité des 2/3 des membres du Parlement. Un tournant pour un pays qui s'était imposé une doctrine de non-ingérence militaire à l'étranger. L'ANP, l'Armée nationale populaire, il faut le rappeler, est l'héritière de l'ALN qui a libéré le pays. L'ANP, c'est aussi une armée populaire. Cela veut dire que c'est une armée, en dépit des avancées importantes en termes de professionnalisme, en termes d'armement, en termes de tactique et de technique de guerre, demeure une armée de conscrits. Cela veut dire que nous devons se projeter sur des théâtres d'opération en utilisant des forces humaines issues du peuple. Qu'il s'agisse de militaires professionnels, de militaires contractuels ou de conscrits, le peuple est directement concerné par ces interventions. Première chose. Deuxième chose, à l'exception des 2 interventions de l'armée nationale populaire dans le cadre des accords de défense commune au sein de la Ligue arabe en 1967 et en octobre 1973, notre armée n'est jamais intervenue sur des théâtres d'opération, autre que la défense de l'Algérie. Troisième chose, il s'agit d'interventions dans le cadre du maintien de la paix sous bannière des Nations Unies ou de l'Union africaine. Pour les Nations Unies, ces interventions sont décidées au niveau du Conseil de sécurité. Et vous savez que nous, l'Algérie, nous ne sommes pas membres permanents du Conseil de sécurité. Donc la première question qui vient à l'esprit, pourquoi intervenir sur des conflits et sur des théâtres d'opération que nous n'avons pas décidés? C'est-à-dire que nous, Algériens, le peuple algérien, les institutions élues de l'Algérie, y compris le président de la République. Mais là, la décision reviendra au chef de l'État comme elle est stipulée et sera votée par le Parlement où on exige la majorité, les 2/3 du Parlement entier. Cela, c'est en la forme. Je vous parle du fond. Nous n'avons pas à intervenir. Prenons maintenant ces dernières années, toutes les interventions qui se sont faites sous bannière des Nations Unies. Ont-elles défendu les grands principes de l'humanité, les grandes valeurs de l'humanité? La question que vous posez, c'est sous quelle forme se feront ces interventions à l'étranger? C'est du point de vue du fond. Ce sont des guerres qui seront décidées par d'autres. Nous ne sommes pas des membres permanents du Conseil de sécurité. L'Algérie, elle a toujours été un pivot. Elle a toujours été un pivot dans la région. Mais elle a été un pivot dans la région. Comment? Ce n'est pas en projetant. Mais aujourd'hui, si vous permettez, M. Hedem, ces troupes à l'étranger. Non. C'est
de trois manières auxquelles je reviendrai. Oui, alors vous reviendrez plus en détail. Monsieur Médioni, est-ce que là, aujourd'hui, l'Algérie, s'il veut rentrer dans cette nouvelle politique, hein, cette nouvelle vision d'envoyer ses unités à l'étranger, n'est-ce pas d'abord pour défendre ses intérêts, ne pas rentrer dans ces guerres par procuration? Est-ce que aujourd'hui, vous considérez que cela est un tournant positif ou négatif pour notre armée nationale populaire et pour notre État? D'abord, je salue vos téléspectateurs et votre invité, M. Mostafa Haddam. Il a sa vision, j'ai la mienne. Moi, je me projette un peu sur une vision un peu future parce que les changements sont importants actuellement. Ce qu'on est en train de vivre, c'est des choses qui vont à une vitesse grand V. Tout le monde s'accorde à dire que la pandémie du corona, on a eu une crise pandémique, on a une crise aujourd'hui économique qui va déboucher sur une crise humanitaire qui sera la source de pas mal de conflits armées, et même les guerres futures après 2020, ça ne sera plus des guerres entre États, ça sera des guerres intra-États. Il y a des puissances qui alimentent des conflits à l'intérieur des États, d'accord, ce qui se passe juste à côté de nous. Juste pour rappel, pour l'histoire, il en a cité deux interventions de l'Algérie en 67 et en octobre 73, dans un conflit qui a opposé les Arabes contre Israël. Après ça, on a eu des interventions de l'armée par des groupes d'experts, des groupes d'observateurs, à travers... c'est des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui a demandé à l'Algérie, pour son expérience, d'envoyer des observateurs, et on est arrivé jusqu'à avoir un général qui était l'adjoint du chef de mission de l'ONU. Donc je parle du conflit, par exemple, en Angola, au Congo, d'accord, au Cambodge, où on nous a confié la mission de police, surtout, parce qu'on a assuré la mission de police au niveau des aéroports. Donc les missions onusiennes, généralement, ce n'est pas des missions pour rentrer dans des conflits. C'est dans la promotion de la paix, hein. Toujours dans le cadre de la promotion de la paix. Je vais revenir dans les conflits dont il parle et dont je suis d'accord avec lui. Parce que les missions onusiennes, généralement, c'est stabiliser un cessez-le-feu. C'est un groupe d'observateurs pour voir si le cessez-le-feu est observé. Promouvoir la paix, la stabilité dans les régions concernées. Maintenant, il y a d'autres conflits, tels que la guerre d'Irak, l'invasion de l'Irak, où on a voulu nous entraîner dans... Voilà, on a voulu nous entraîner dans ce conflit qui n'est pas le nôtre. Je reviens avec lui pour être d'accord avec lui. C'est pas notre mission d'aller mettre le feu dans une autre région, et on n'est pas concerné par cette guerre qui a été décidée par d'autres puissances. Alors, quand vous dites quand vous dites on n'est pas concerné, c'est-à-dire qu'il faut toujours revenir au contexte régional, on revient à la défense des intérêts de l'Algérie. À la sécurité, notre sécurité nationale. Notre sécurité nationale, si vous permettez, on a récemment voulu nous entraîner dans le conflit yéménite aussi. Oui. Il y a des voisins qui ont participé. Pour l'Irak, par exemple, il y a des Arabes qui ont participé dans la coalition juste pour qu'on efface leurs dettes. Ils ont envoyé une section de 12 bonhommes, donc ce n'étaient pas des forces sur lesquelles on pouvait compter. Aujourd'hui, je reviens à une chose, l'armée algérienne n'est pas ce qu'elle était avant, sur le plan, comme il vient de le citer, sur la professionnalisation de l'armée. Technologique, professionnelle, compétences, capacité et expertise, surtout en matière de lutte antiterroriste. Et quand on voit les conflits aujourd'hui qui sont créés sur nos frontières, c'est des conflits, c'est des guerres contre le terrorisme. Parce que si on part en Libye aujourd'hui, je donnerai cet exemple, c'est un pays qui est pratiquement au bord du chaos, il n'y a pas d'État, d'accord? Et demain, s'il y a, par exemple, à titre d'exemple, une nébuleuse telle que Daesh qui va s'installer en Libye. Ça ne sera pas un État souverain, ça sera une nébuleuse qui va s'accaparer des richesses de la Libye. Et on a eu l'expérience de Daesh qui est passé de l'Irak vers la Syrie en déclarant le califat sur ces régions-là. Là, ce n'est plus un problème de souveraineté nationale qu'on va franchir, mais c'est un problème de sécurité puisque c'est à nos frontières. Et dans la démarche, dans la stratégie militaire, vous savez qu'on rentre dans un champ de bataille et la stratégie, elle change en fonction des données du terrain. Il se peut qu'on est passé avec 10 chars, on veut utiliser, à titre d'exemple, juste pour simplifier, 10 chars, mais en rentrant sur le terrain et les données qu'on a, les nouvelles données qui viennent s'incruster dans l'opération, feront qu'on appellera l'aviation, parce que les choses ont changé. Alors on va essayer de revenir un peu dans quel cadre doivent se passer ces opérations d'envoi de nos unités donc juste, je précise, pour les circonscrits, parce que le peuple algérien, c'est vrai, c'est un débat qui doit concerner tout le peuple algérien, c'est très important. Quand on parle de circonscrits, ce n'est plus l'armée d'avant, c'est pour cela que j'ai dit c'est plus l'armée d'avant. Maintenant, je vous donne un exemple. Le soldat qui fait la sentinelle, ce n'est pas le circonscrit, d'accord? Aujourd'hui, c'est des
Je prendrai l'aviation, c'est des fusiliers commando de l'air. Je prends la marine, c'est des fusiliers commando marins, d'accord. Donc pour répondre à une des interrogations de M. Hedem, vous dites qu'aujourd'hui notre armée est professionnelle et prête. Elle est professionnelle, l'armée, du gardien de la sentinelle jusqu'au commandant de vaisseau ou au commandant de... Monsieur Hedem, alors c'est vrai que cette ce nouvel ajout dans la révision de la Constitution, de l'avant-projet de Constitution, a suscité de vives polémiques, de vives réactions. Pourtant, il n'y avait aucun texte auparavant qui interdisait l'envoi de ces unités à l'étranger. Rien ne le définissait particulièrement. Aujourd'hui, c'est défini. Cela peut peut-être protéger un peu ces opérations sur le plan juridique. Pourquoi cette vive polémique aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de polémique. Je préfère qu'on parle de débat, de débat contradictoire. Exact. Il n'y a pas de polémique. Chaque parti avance ses arguments. Si vous me permettez, avant de vous répondre à cette question, quand on dit les interventions sur théâtre d'opération sous bannière des Nations Unies, il faudrait se rappeler ce qui s'est passé en Yougoslavie. La Yougoslavie, en dépit de l'intervention des Nations Unies, les troupes des Nations Unies n'ont pas empêché l'un des pogroms les plus importants qui a frappé la communauté musulmane de Bosnie-Herzégovine. Les forces en présence n'ont pas pu les sauver de l'armée de Radovan Karadzic, de l'armée serbe. Il ne faut pas penser qu'une intervention à l'étranger est une intervention gentille, qu'on s'interpose. Non. On parle de il y a combat, d'aller à l'affrontement. de mort d'homme. Il y a présence, nous sommes en présence d'un théâtre d'opération, de bataille, de guerre. Et la guerre est ce qu'il y a de plus hideux. Il faut que les gens comprennent cela. Quand on parle du professionnalisme, oui, nous avons avancé en termes de professionnalisme. Mais une intervention à l'étranger, là où malheureusement le débat risque d'être biaisé et sortir de son cadre, c'est quand les gens parlent de la préservation des intérêts stratégiques de l'Algérie. Les amendements apportés ne parlent pas de ça. Les amendements apportés parlent de l'intervention de l'Algérie sous bannière d'organisations internationales. Maintenant, pour préserver les intérêts, je vais terminer, si vous permettez. Oui. Pour préserver les intérêts de l'Algérie, nous sommes au XXIe siècle. Les spécialistes en sécurité savent qu'il y a des opérations qu'on appelle opérations sous fausse bannière. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'apparaître en tant qu'État souverain pour préserver vos intérêts. Nous sommes au XXIe siècle. Les armées, les pays n'engagent pas leur guerre sur les théâtres d'opération, à l'exception de quelques interventions aériennes. Quand les États-Unis veulent intervenir, ils annoncent sur le plan diplomatique qu'ils se retirent de l'Afghanistan. Mais la guerre, elle est menée par procuration par Blackwater, une armée privée. Officiellement, la Russie fédérale n'intervient pas en Libye, mais il y a une armée privée qui s'appelle Wagner. C'est-à-dire que pour préserver les intérêts stratégiques de l'Algérie, s'il y a nécessité de recourir à l'armée, pas à l'armée, à la guerre, on peut intervenir de plusieurs autres manières. Si vous me permettez, je vais terminer sur une chose. Nous sommes un pays pivot dans la région. Justement. Nous sommes un pays respecté et respectable. Vous savez pourquoi, madame? À cause de deux dogmes. Le premier dogme, c'est celui de l'ANP, de non-intervention. Le second est un dogme diplomatique, celui de non-ingérence dans les affaires étrangères. Quand vous intervenez sur un théâtre d'opération, même sous bannière onusienne ou de l'OUA, d'une manière ou d'une autre, vous allez prendre fait et cause pour l'une des parties. Surtout quand il s'agit, comme le disait Semkhtar, quand il s'agit de problèmes internes, quand il s'agit de guerre civile. Si vous me permettez, je vais terminer par une toute petite note.
un ministre des Affaires étrangères d'une entité que nous ne reconnaissons pas et qui fut l'un des diplomates les plus chevronnés, a dit ceci, parlant de l'Algérie, dont le dogme était la non-intervention. L'Algérie dans les années 70, 71, 72. Le dogme qui était peut-être plus lié à notre contexte historique également, non, où on a souffert d'une ingérence de plusieurs... Absolument. Et puis, je le répète, c'est l'héritière de l'ALN et c'est l'armée nationale populaire. Ce diplomate disait ceci, si l'Algérie présente une résolution devant les Nations Unies qui dit que la terre est plate et que c'est Israël qui l'a aplatie, cette résolution sera votée avec 164 voix pour, 13 voix contre et 26 abstentions. Alors il est vrai, cet homme, c'était le ministre des Affaires étrangères de l'entité sioniste, M. Eba Eban. Monsieur Haddam, il est vrai que l'Algérie, M. Mdioni a toujours... je vais vous donner la parole, vous allez le relancer. Aujourd'hui, notre pays, nous partageons les frontières avec 7 pays. Il y a des pays qui sont très instables, où le chaos règne, où il y a des organisations terroristes qui se sont formées à nos frontières. Est-ce que finalement, cette politique de non-ingérence dans les pays étrangers n'a que des avantages ou a aussi des inconvénients? Donc, si vous permettez d'abord, je reviendrai à ce que M. Moustapha Haddam a dit concernant cette mouture, cet article dans la mouture. Oui. Intervention de l'armée algérienne dans le cadre onusien. La mouture, elle ne dit pas ça. Elle dit l'intervention de l'armée au-delà des frontières. D'accord? Donc c'est pour qu'on reste dans un débat pour donner plus de clarté à la population qui doit elle aussi participer à ce débat. Donc, et lire les 2 articles. Oui, mais ce n'est pas uniquement dans le cadre onusien. Les 2 articles. Moi j'ai dit que dans le cadre onusien, c'est ce qu'on appelle des opérations techniques, du moins des interventions techniques de police, comme vous l'avez cité au Cambodge, et ainsi de suite, oui. Stabiliser une région, observer un cessez-le-feu, donc c'est pas rentrer dans le conflit. Et il y a des moments où on dit non, cette guerre ne nous concerne pas. D'accord, comme vous avez cité le Kosovo ou ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine. Donc, mais le fait, parce que la Bosnie-Herzégovine, si on en parle, c'était l'ONU, d'accord, dans sa résolution, mais c'était l'OTAN qui avait fait fi des résolutions de l'ONU, comme le cas de la Libye aussi. Libye, oui. D'accord. L'OTAN est intervenu. L'OTAN a-t-elle un jour respecté les résolutions? C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Alors justement, vous dites c'est la loi du plus fort. Est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer notre position? Si vous permettez, parce que moi quand je parle d'une évolution dans le temps. Oui. Ce qu'a dit M. Moustapha Haddam, c'est vrai, on a l'ALN, on est les dignes héritiers de l'ALN, notre armée, et dans la doctrine, je le répète, dans notre doctrine actuelle, et même après avoir changé cette constitution, en restant dans la même doctrine qui préserve la souveraineté des États, on n'est pas un pays expansionniste, on ne va pas aller pour occuper un territoire ou une portion de terre chez le voisin ou dans un autre continent. Donc cette doctrine n'existe pas, ni dans notre culture, ni dans notre armée. Mais les choses évoluent dans le contexte géopolitique et géostratégique. Demain, et j'ai donné l'exemple à M. Moustapha Haddam, vous avez un groupe terroriste qui va s'installer en Libye, il n'y a plus d'État en Libye. Et ce groupe, il va vous attaquer sur plusieurs... Avec le temps, il va vous attaquer comme il a fait pour l'Irak, pour la Syrie. Là, ce groupe, moi, j'ai sa position. Avec les capacités que j'ai, je dois le neutraliser pour ne pas vivre ce qu'on a vécu à Tigunturin. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Intervenir et défendre les intérêts de l'État algérien au-delà des frontières. Quand la menace, elle menace la sécurité nationale. Donc, ce n'est pas intervenir dans la souveraineté des États, mais dans une menace qui est la menace qu'on vit aujourd'hui, qu'on vivra demain. Une menace qui n'est pas un État, qui n'est pas, vous rentrez en guerre avec un autre État. Il se peut qu'il y ait aussi ce qu'on appelle des coopérations, dans le cadre des coopérations bilatérales, ce qu'on appelle des accords de défense commune. Oui. Parce qu'il y a l'évolution de la politique, il y a l'évolution de la stratégie, et aujourd'hui ne ressemblera jamais à demain. Et j'ai dit que ce qu'on a vécu ces derniers temps, le monde de demain sera complètement différent et la menace, elle est en train d'évoluer. Donc c'est cet article, et on revient à l'article 7 qui confère le pouvoir au peuple algérien, la preuve.
même si le président il ordonne le déploiement de l'armée algérienne au-delà des frontières, elle doit avoir d'abord l'accord. Cela permet d'éviter tous les flous qu'il y avait avant. Je pense même qu'elle passera par un référendum, pourquoi pas. Donc c'est ça qu'il faudrait discuter. Enrichir le texte. Les mécanismes pour mettre en place une armée qui va au-delà des frontières pour défendre les intérêts de l'Algérie et du peuple algérien. C'est ce que je voulais... Alors, Monsieur Hedem, aujourd'hui, vous dites que la réputation de l'Algérie sur le plan diplomatique c'est basée sur ce maintien du dogme de non-ingérence dans les pays étrangers. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que cela peut affaiblir sa position parce qu'on connaissait dès le départ sa position et que au niveau tactique, il n'y avait plus de... il n'y avait pas, je voudrais dire, de surprise. L'Algérie, aujourd'hui, peut prendre d'autres décisions. Est-ce que cela ne peut pas jouer, avoir un autre poids sur le plan international? Le fait de savoir que l'Algérie peut envoyer ses troupes à l'étranger. Est-ce que vous pensez que le dogme de non-intervention et le dogme aussi de non-ingérence, cela veut dire que tu me frappes sur une joue et je te tends l'autre? Non. Voilà. Ce n'est pas cela. Exactement. Ce n'est pas cela. La préservation des intérêts supérieurs de l'Algérie, elle est passée depuis l'indépendance à ce jour. Elle est passée par plusieurs étapes. Vous savez comment vous allez préserver les intérêts, nos intérêts. Nous avons ouvert nos universités, nos instituts. Nous les avons ouverts à nos frères africains. Nous avons ouvert l'Académie interarmes de Cherchell à nos frères africains. Nous avons formé les élites de ces pays. Et quand vous formez les élites d'un pays, d'une manière ou d'une autre, je ne parle pas d'allégeance, mais je parle de sensibilité à la position du pays qui les a formés. Si vous voulez avoir un impact, être un pays pivot et influent dans la région, il faut avoir une politique africaine. Pendant 20 ans, nous avons pensé, ceux qui ont gouverné ont pensé qu'on pouvait acheter l'allégeance en effaçant les dettes des pays africains, comme ils ont fait avec les Algériens en achetant la paix sociale. Ça ne se passe pas comme ça. Les hommes et les femmes dans ces pays ont leur dignité. S'ils vous offrent leur amitié, ils vous offrent leur soutien. Et c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de tout à l'heure. Rassembler 164 votes pour n'est pas une mince affaire. Nous avions une politique africaine. Nous ne l'avons plus. Nous avons cédé le terrain à des gens qui achètent la politique africaine avec une banque commerciale que je ne veux pas citer, et avec quelques... Alors, à ce niveau-là, je dirais que dans les dernières déclarations du chef de l'État, qui avait dit que nous ne voulions plus rester en marge des prises de décision à l'échelle internationale, nous devons jouer de notre poids sur le plan continental. Je vais vous dire, madame, même si on avait un autre dogme, vous pensez qu'on va intervenir au Mali contre les opérations Serval et contre les autres opérations, nous allons rentrer en guerre? Notre force, madame, a été toujours le fait que, comme disaient les gens de ma génération et de la génération d'avant, l'Algérie était la Mecque des révolutionnaires, mais aussi un pays pivot. Vous savez pourquoi nous n'avons pas été agressés? La sagesse du commandement de l'armée nationale populaire, en créant le CEMOC, en créant le commandement opérationnel de Tamanrasset, a permis à l'Algérie, encore une fois, d'avoir de l'influence sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la question est ouverte à vous deux, messieurs, que cette doctrine des années 70 ne peut plus être appliquée aujourd'hui vu le contexte régional, l'évolution des guerres également? Est-ce que vous pensez qu'avec ce qui se passe à nos frontières, nous pouvons toujours rester avec cette politique de non-ingérence? Si vous permettez, oui. Je poursuis très brièvement. Tout à l'heure, Mokhtar disait Hedem se place dans le passé. Non, je suis dans le présent et dans la projection. Non, je n'ai pas dit que vous vous placez dans le passé. Non, c'est vous qui vous projetiez dans la future. En dépit de la blancheur de ma barbe. Je m'inscris dans l'avenir. C'est quoi les guerres maintenant, madame? Les guerres se font comment pour préserver les intérêts supérieurs d'un pays?
Ils se font par le truchement de 4 moyens. Les moyens financiers qui ont permis à des micro-États d'avoir de l'influence dans plusieurs régions du globe. Les capitaux, l'argent, l'investissement. Deuxièmement, et c'est très important, les réseaux d'influence. Que ces réseaux d'influence, comment vous les avez? Vous les avez de deux manières, de plusieurs manières, mais de manière fondamentale. Vous formez les élites, comme le font beaucoup de pays, et en retour dans leur pays, ils constituent les réseaux. Deuxième méthode, que nos ambassades, que nos ambassadeurs, que nos attachés militaires et nos attachés de sécurité créent leur propre réseau dans leur pays d'accueil. Et les nouvelles guerres, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, ne se font pas par l'intervention de l'infanterie. Elles se font exceptionnellement par l'aviation. Sinon, c'est les conseillers militaires. Regardez ce qu'ils ont trouvé à la base de l'Ouatia, qui vient de tomber entre les mains du gouvernement reconnu par la communauté internationale de la Libye. Regardez les documents et qui ils ont trouvé. Je vais le redire, opération sous fausse bannière, envoi de conseillers. On n'a pas besoin de changer le dogme. Envoyer les conseillers. Et je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis ne sont plus officiellement en Afghanistan. Blackwater est là-bas. Les Russes ne sont pas en Libye. Alors, Monsieur Mdioni. C'est Wagner qui est en Libye. Alors, Monsieur Mdioni, ce que rappelle aujourd'hui Monsieur Hedem, c'est cette expérience acquise de l'Algérie et cette réputation qu'elle s'est faite, parce qu'elle a mené des négociations à grand succès en Libye, en Mali. On rappellera la libération peut-être des otages en 1979. En Iran et d'autres. Oui, elle a acquis une certaine expérience dans la négociation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on parle toujours du même contexte? Si vous permettez, juste pour remettre un peu les pendules à l'heure, si je parle du futur, je sais qu'il parle du futur, parce que dans son analyse, on est en train de parler des guerres futures et de menaces qui ne sont plus les mêmes menaces. Donc c'est pour cela que je vous dis, pour répondre à votre question, que la position de l'armée algérienne ou de l'État algérien dans l'utilisation de son armée en 70 ne peut pas rester figée parce que c'est une évolution avec le temps. Le temps évolue, la politique évolue et la géopolitique évolue. Donc on est obligé d'évoluer, on ne peut pas rester statique sur une même doctrine. Notre doctrine, elle n'est pas offensive. Et d'ailleurs, dans la doctrine militaire algérienne, on n'est pas une armée défensive. Mais maintenant, on a les capacités. Moi, je vous dis, si Tinguetourine se replaçait aujourd'hui, elle n'aurait jamais eu lieu. Parce que les moyens qu'il y a aujourd'hui de reconnaissance, l'utilisation des drones, on aurait pu traiter cette menace qui nous a mis du moins un outil de production à l'arrêt pendant 2 ans, 3 ans. Les plus importants sites gaziers. Sur le plan économique, on aurait pu les neutraliser avant. Je reviendrai, c'est une question que j'adresserai à M. Mustafa. Quand vous vous rappelez Gao, oui. Tout le monde savait qu'il y avait une déferlante de terroristes de tous bords et qui n'aimaient pas l'Algérie. Il y avait AQMI, il y avait les Boko Haram, il y avait le groupe de Hara. Plusieurs organisations terroristes. Tout le monde avançait vers Gao et Tombouctou et on avait... Vous savez qu'une chancellerie, c'est un État, c'est notre État, d'accord? Et on avait nos diplomates. Et vous saviez qu'à cette période-là, on avait des troupes qui étaient positionnées sur nos frontières, c'est pas loin, d'accord? On avait des hélicoptères. Vous ne pensez pas qu'il aurait été nécessaire et indispensable d'aller exfiltrer avec les moyens qu'on a nos diplomates qu'on a perdu les diplomates au lieu de les exposer au danger? C'est une mission de l'armée algérienne pour sauver les citoyens algériens dans un conflit qui n'était pas dans un État souverain parce qu'il n'y avait plus de Mali. Il n'y avait plus de Mali, il y avait la chute du Mali. Revenir un peu à ce qui se passe en Libye, on n'a jamais voulu intervenir et on n'interviendra pas militairement en Libye parce qu'on a fait un travail extraordinaire qui a été saboté par des puissances étrangères en Libye et au Mali. Si l'accord d'Alger du Mali aurait été signé, l'accord d'Alger aurait été fructifié
On aurait avancé sur l'accord, le Mali serait en paix. Mais ça dérangeait la puissance coloniale de toujours, d'accord, pour saboter cet accord. L'Algérie a toujours travaillé, on a réglé d'autres conflits. L'Érythrée, Éthiopie, c'est un conflit qui a duré dans le temps. C'est un conflit qui était d'une violence extraordinaire entre deux pays frères. On est les artisans de cet accord qui aujourd'hui fait que l'Éthiopie, elle devient l'une des premières puissances économiques en Afrique, d'accord, et qui vivent en paix avec leurs voisins. Donc on a cette capacité d'intervenir parce que c'est notre sagesse, comme M. Mustafa l'a souligné, qui fait de l'Algérie un pays respecté, d'accord. On règle les conflits par le dialogue. Parce que je vais vous dire quelque chose, 200 ans de guerre, ça se règle autour d'une table, même si vous faites 200 ans de guerre. On est convaincu que les guerres ne règlent pas les conflits. C'est le dialogue, d'accord, et c'est les solutions pacifiques qui règlent. Moi, quand je parle de l'armée qui intervient au-delà des frontières, c'est pour défendre la souveraineté nationale et la sécurité nationale par rapport à des groupes, pas par rapport à des États, parce que moi, je reste convaincu que dans l'avenir, il n'y aura pas de guerre entre États. Mais actuellement, il y a des puissances, et vous savez que l'Algérie, elle est visée par 3-4 pays qui sont en train d'utiliser les lobbies. Moi, je l'ai toujours dit, que notre diplomatie aujourd'hui, on est le seul pays qui n'a pas de lobby, ni à l'ONU, ni au Parlement européen, ni dans toutes les places de décision, on n'a pas de lobby. Est-ce que ce n'est pas le moment d'utiliser notre savoir-faire en matière diplomatique pour essayer d'activer des lobbies, parce qu'on peut offrir beaucoup de choses. Dans le cadre de l'investissement, on vient de supprimer la 49-51, ces capitaux qui vont venir en Algérie, ça constitue un lobby pour défendre les intérêts de l'Algérie. Donc, alors, voilà. Monsieur Edem, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour faire face aux évolutions et s'adapter au contexte géopolitique? Je voudrais d'abord répondre pour ce qui est de Gao. Gao, une bonne partie, très bonne partie, si ce n'est la majorité, des diplomates ont été exfiltrés. Pourquoi changer le dogme pour faire une opération commando? D'autant plus qu'il n'y avait plus d'État. Il n'y avait plus d'État malien, il n'y avait plus d'État à agresser. Vous avez parlé de la nébuleuse terroriste. Bien sûr qu'il faut intervenir. Mais est-ce que vous pensez qu'il faille changer le dogme de l'ANP pour envoyer un drone et neutraliser un groupe terroriste? Non, on n'a pas besoin de changer le dogme. Et aucun pays qui a le même dogme que nous n'a eu à le changer pour faire ses interventions. Il faut recentrer le débat. Le débat, c'est de lever un verrou qui a fait, pour moi et pour beaucoup d'autres, la force de l'Algérie et sa respectabilité. Au-delà de cela, l'Algérie est devenue un pays recours. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple, madame, de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Il y a tellement d'autres exemples qui n'ont jamais été portés sur la scène médiatique. Je voudrais répéter ce qu'avait déclaré un ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, de la République algérienne démocratique et populaire, un grand homme, répondant aux agissements médiatiques, aux déclarations à l'emporte-pièce d'un de ses confrères, d'un de ses homologues d'un pays voisin. Il a eu cette boutade: nous ne faisons pas, nous ne sommes pas des guignols, nous ne faisons pas de la politique spectacle. Nous sommes une diplomatie compétente, efficace, et qui l'a démontré. Ce n'est pas parce que on n'en parle plus sur la scène médiatique ou on n'en parle pas que la diplomatie algérienne n'agit pas. En dépit de cette période de 20 ans où on a voulu s'acheter une place auprès du G20 et nous avons abandonné notre politique africaine et notre politique arabe aussi. Donc, ces interventions, je préfère qu'on ne dise pas souveraineté et sécurité nationale. La souveraineté, elle est définie. C'est un territoire, un espace aérien, un drapeau, un peuple, des institutions. Et tout cela se trouve à l'intérieur du territoire. La sécurité, on peut la défendre à l'intérieur du territoire. Il s'agit des intérêts supérieurs. Monsieur Mediouni a donné l'exemple de Diken Touré. Comment il aurait fallu réagir? Je vais vous dire une chose. Si on avait les drones avec le même dogme,
vous pensez qu'on n'aurait pas neutralisé les groupes qui étaient en route si on avait l'information? Si les autres puissances coloniales, l'autre puissance coloniale, comme vous l'appelez, moi je l'appelle la France, hein, pas très... Si la France avait voulu nous aider, ils couvrent toute la région sahélo-saharienne et toute l'Afrique du Nord à partir de leurs satellites. Il n'y a pas eu coopération. Ils ne nous ont pas donné l'information. Monsieur Medioni, ancien officier, qui était pilote aussi d'hélico, il le sait. Nous aurons pu intervenir avec nos MI quelque chose et on les aurait neutralisés. On n'avait pas l'information. Mais est-ce que ce n'est pas notre position n'a rien à voir de défensive et de ne pas être offensif qui a permis cela? Le dogme, c'est une chose. Défendre les intérêts supérieurs de l'Algérie, pour les spécialistes de la sécurité qui m'écoutent, ils savent ce que c'est qu'une opération sous fausse bannière. Ils savent ce que c'est qu'une opération commando. Ils savent ce que c'est qu'une opération coup de poing. Et on n'a pas besoin de changer notre dogme. Monsieur Medioni. On ne parle pas de dogme, on parle de conjoncture, on parle de circonstances, on parle d'évolution de la menace, de changement de vision, du changement géopolitique. Qu'on va vivre dans peu de temps, dans 2 ans, on en reparlera. Nous le vivons déjà, monsieur Medioni. Non, mais ce qui va arriver après, on sait comment que ça va évoluer. Moi, je ne parle pas de changement de dogme. Notre armée n'est pas une armée offensive. Notre armée n'est pas une armée expansionniste. D'accord? Et ça, c'est... Donc nous sommes d'accord là-dessus. Mais il y a autre chose. Quand la menace, je sais où elle est la menace. Quand la menace, elle est vérifiée à 100%. Il faut la neutraliser. Je la neutralise là où elle est. Même au-delà des frontières. Mais bien sûr. Et c'est ça, justement. Ça n'a rien à voir avec le dogme, qu'on se mette d'accord. Ça n'a rien à voir. On fait une opération sous fausse bannière, on fait une opération commando. Maintenant, vous envoyez un drone et vous neutralisez. Pourquoi faire intervenir l'ANP sur des si cela devait nécessiter. Si vous permettez, la mouture de la Constitution ne parle pas de changement de dogme. Elle parle de l'intervention de l'armée, la possibilité en cas, d'accord, c'est... réglementer. Réglementer, constitutionnaliser l'intervention de l'armée au-delà des frontières. Et là, on revient au débat. Et c'est vrai, c'est un débat. Dans quelles conditions cette armée devra-t-elle être envoyée à l'étranger? Aujourd'hui, la technologie fait, comme vous le dites, on envoie un drone armé, d'accord, qui a une capacité de voler pendant 40 heures de vol. Absolument. D'accord. Donc, c'est une intervention militaire, c'est notre moyen qui est allé au-delà des frontières. Cela est considéré comme une intervention militaire. On le fait. Voilà, c'est ça le débat. Mais ce n'est pas un changement de dogme. Vous savez, les États-Unis, la Russie, la France, tous les autres pays interviennent avec des opérations sous fausse bannière. Tous interviennent avec leurs drones. Quand un drone des États-Unis d'Amérique, un Viper ou un autre drone, intervient à l'intérieur du territoire d'une puissance nucléaire et un pays indépendant, le Pakistan en l'occurrence, est-ce que cela change quoi que ce soit? Vous savez, que ce soit à l'intérieur du Conseil de sécurité ou dans le cadre des interventions pour préserver les intérêts supérieurs, on vous respecte pour votre force. La force, j'aime bien cette expression de Zbigniew Brzezinski qui a parlé un jour de l'illusion de l'équilibre des forces, où vous êtes fort et on vous respecte. Et pour cela, il y a 4 conditions. Une économie puissante, une cohésion sociale, de la démocratie, beaucoup de démocratie, de la liberté d'expression, une société qui se soutient. Et là, qui kun fdar, pour utiliser une expression très populaire, qui kun fdar merigliya barra tqder tahdar. Quand à l'intérieur vous vous êtes renforcé, quand vous avez ouvert vos universités après les avoir élevées, après avoir relevé leur niveau, vous les ouvrez à nos frères africains, à nos frères arabes, quand vous avez une économie vivace, quand vous avez une économie qui crée de la richesse, là vous devenez véritablement un pays pivot, pas uniquement
parce que l'Éternel a voulu que vous ayez une place géostratégique qui donne sur le sud de la Méditerranée, les portes de l'Europe et la profondeur africaine. Parmi vos principes, je pense qu'il faudrait aussi citer l'aspect militaire, Monsieur Hedem, qui donne une force à une nation aujourd'hui. Il faut avoir une armée forte, madame. Il faut avoir une armée forte pour que vous ne soyez pas agressé, pour que votre... Cela peut être dissuasif. Pardonnez-moi, pour que vos intérêts soient respectés. Le commandement de l'ANP, depuis une trentaine d'années, notamment ces 15 dernières années, a permis à l'armée nationale populaire d'augmenter ses capacités offensives, défensives et de rentrer de plein pied dans ce qui est la guerre de demain, la guerre électronique. Oui. Vous savez que nous avons, on a un problème en Algérie. Dès que quelqu'un accède au pouvoir, et on dit du mal. Nous avons de très bons diplomates qui sont les dignes héritiers des diplomates de Bandung et qui sont brillants, qui sont bien formés. L'histoire en témoigne. Non, pas l'histoire. Aujourd'hui, on témoigne. Les diplomates algériens d'aujourd'hui sont les dignes héritiers, comme les officiers de l'ANP de maintenant, qui sont des ingénieurs, des techniciens, sont les dignes héritiers de leurs aïeux. C'est juste aussi pour compléter un peu ce que vous dites. Vous savez, dans les conflits mondiaux actuellement, du moins ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous voyez les États-Unis avec la Corée du Nord. D'abord, elle avance ses porte-avions vers la mer de Chine, d'accord? Et après, elle discute du problème de désarmement nucléaire de la Corée. Donc, je reviens à ce que vous avez dit. Si vous n'avez pas une armée forte, professionnelle, expertisée, qui se fait respecter, d'accord, dans la région, votre voie diplomatique ne porte pas très loin. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que je viens de dire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, parce que moi je le dirais aussi, monsieur Adam, il est temps aussi au peuple du monde entier, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Pourquoi ces 5 personnes, ces 5 pays du Conseil de sécurité qui décident pour le monde? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une évolution dans le temps, avec les changements géopolitiques, pour que l'Assemblée générale soit souveraine dans les questions d'intervention dans les conflits? Parce que jusqu'à présent, c'est des lobbies qui décident au niveau du Conseil de sécurité. D'accord? Et ça n'a jamais été au bénéfice des peuples opprimés ou des causes justes. Donc c'est pour cela que nous, je ne l'appelle même pas doctrine, mais je l'appelle dans cette mouture, dans cet article, c'est le fait de constitutionnaliser et de donner au président un outil constitutionnel par lequel il peut faire... très encadré, puisqu'il devra être soumis au Parlement. Ou lui donner l'ordre d'intervenir après approbation des représentants du peuple, parce que ça sera vraiment les représentants du peuple si on termine cette constitution, si on change la loi électorale, il y a pas mal de choses, où ça sera vraiment le peuple qui sera représenté dans le Parlement. Donc on redonne la parole à ce peuple pour dire oui, mon armée au-delà de cette frontière pour traiter de cette cible qui est en train de m'attaquer chaque jour, qui est un groupe terroriste ou un État islamique par exemple demain. C'est ça, c'est pas un problème de dogme, c'est un problème de mécanisme, comment faire intervenir et dans quel cadre. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas aller vers un rééquilibrage aussi régional, puisque nos pays voisins, eux aussi, ont cette possibilité d'envoyer leurs troupes ou leurs unités à l'étranger? Vous savez, les pays sont souverains dans leur politique. Chacun peut mener sa barque, si je peux utiliser le terme, comme il veut. D'accord? Nous, on a notre politique, les autres, ils peuvent avoir leur politique. On peut avoir des pays, et il y en a des pays autour de nous qui ont une politique expansionniste. D'accord? Ça, c'est leur problème. Mais nous, comme il l'a si bien dit, notre souveraineté, elle est claire, elle est limitée, elle est géographique. Les intérêts économiques de l'Algérie, il faudrait qu'on passe à l'offensive parce que nos intérêts sont beaucoup plus qu'en Afrique. On a laissé notre place en Afrique, alors qu'on aurait pu capitaliser. Vous savez, de grands décideurs en Afrique qui sont aujourd'hui sont passés par l'Académie de chercheurs, par les universités algériennes, par l'École nationale d'administration, mais on n'a pas capitalisé tous ces gens-là pour garder le contact parce qu'on a une place prépondérante en Afrique avec laquelle on peut jouer toutes les cartes. Et notre mot, il est écouté. Et c'est vrai que même sur le dossier syrien actuellement, il a bien dit, moi je l'ai toujours dit,
que les gens attendent qu'un ministre des Affaires étrangères fasse une conférence de presse pour voir si on active. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie souterraine qui continue à travailler nuit et jour pour trouver des solutions pacifiques à ce conflit. Alors messieurs, je vous poserai une question. Comment aujourd'hui maintenir dans cet avant-projet de constitution le dogme si cher à l'Algérie comment déclencher le débat sur ça pour maintenir donc ce dogme de non-ingérence dans les pays étrangers et la défense des intérêts du pays avec l'évolution du contexte géopolitique. Si vous permettez, vous venez de le dire. Terminez, monsieur Diony, je vous donne la parole. D'accord. Vous venez de le dire. Vous avez dit le dogme de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Donc moi je l'ai dit depuis tout à l'heure, et je crois que c'est enregistré. Et la défense des intérêts. Dans la souveraineté des États. Moi je parle quand il y a effondrement d'États sur nos frontières et que cet État est occupé par une nébuleuse. Qu'il y a une menace directe sur l'Algérie. Aucune loi internationale. Là, oui, j'ai les mains libres pour agir et écarter la menace de mon pays. Je parle de ça. Donc, pour dire le don, il faut juste redéfinir certains paramètres du dogme, pas du dogme, certains paramètres d'intervention, dans quelles conditions, dans quelles circonstances. Et quand on donne tout ça dans la Constitution, je pense qu'on mettra des barrières pour éviter les dérapages, parce que demain, on aura un autre président, d'accord, qui, peut-être dans sa tête, lui, il ne respecte pas ce dogme-là. C'est pour éviter il y a tout toujours dépassement. La Constitution qui Est-ce que pour vous, aujourd'hui, on peut maintenir ce dogme-là et en même temps défendre les intérêts du pays quand il y a une menace directe? Est-ce que là, on pourrait envoyer nos troupes au-delà de nos frontières? Je vous ai dit, madame, depuis le début de ce débat, que intervenir sur des théâtres d'opérations pour des opérations ponctuelles ne nécessite pas, une intervention directe, nécessite même pas de constitutionnaliser l'intervention des troupes algériennes. Ce sont des opérations commando. Pour reprendre l'exemple, quand il y a effondrement de l'État, il n'y a plus d'institutions et vous avez une nébuleuse terroriste qui prépare, pardonnez-moi l'expression, un coup tordu contre l'Algérie. Vous n'avez pas besoin de dogme ou pas de dogme. Vous neutralisez la menace. Vous neutralisez la menace. Vous identifiez la menace. Vous l'identifiez GPS sur le plan géographique. Vous envoyez un drone. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Vous envoyez un commando, Et vous neutralisez la il menace. fait, j'aime bien cette expression, il fait le boulot et il revient. Voilà. Il n'y a pas question... Mais là, il s'agit d'une intervention quand même Non, de madame, l'Algérie. non, non, on n'a pas besoin de constitutionnaliser, on n'a pas... Là, on parle de l'intervention de troupes algériennes sous couvert, sous bannière onusienne Nations ou Unies. d'Union africaine. Je vais vous dire, madame, l'Union africaine a une instance de sécurité et de prévention des conflits. Nous l'avons dirigée depuis toujours, jusqu'à il y a 7 mois. Nous avons, c'est M. Chergui Ismail, me semble-t-il, qu'il y ait, avant il y avait Ramtallah Mamra. Nous avons évité à l'Afrique, en étant forts à l'intérieur de l'organisation africaine et à l'intérieur de cette commission, nous avons évité à l'Afrique des dizaines de conflits, avec une diplomatie appuyée par Alger, une diplomatie compétente, efficace et discrète. Alors, il nous reste 5 minutes, hein. À créer ce qu'on appelle la force africaine. Et malheureusement, on lui a donné ce nom, force africaine en attente, elle est restée en attente. Elle restera en attente ad vitam aeternam. Si vous me permettez, je voudrais Rapidement, monsieur Hatem, parce que voilà, il nous je reste plus de voudrais temps. terminer, intervenir pour préserver les intérêts supérieurs de l'Algérie nécessite ce que j'avais dit tout à l'heure, mais ne nécessite aucunement pas le changement de dogme, ni introduire dans la Constitution que l'armée nationale populaire Alors, vous dites aujourd'hui... participe à des guerres que d'autres auront décidées. Oui. Et Des guerres par tout à l'heure, procuration. M. Mediouni m'avait rejoint en disant que les cinq ne représentent même pas les intérêts supérieurs de leur peuple. Ils représentent les intérêts supérieurs de ce que les gens appellent, les complotistes Merci. appellent le gouvernement mondial. Alors, les lobbies internationaux. Monsieur Mediouni, ce que disait Monsieur Haddem à l'instant, c'est qu'aujourd'hui, pour lui, il n'y avait pas lieu de constitutionnaliser l'envoi de nos unités à l'étranger, que lorsque nos intérêts étaient directement menacés, qu'il fallait opérer par une opération commando et que c'était des situations très ponctuelles. Alors, je vous pose cette question, pourquoi constitutionnaliser l'envoi de nos troupes au-delà de nos frontières? Moi, je suis pour le fait de constitutionnaliser. Pourquoi? Qu'est-ce que cela peut apporter? Parce que c'est toute la mouture, c'est pas uniquement la partie de l'intervention de l'armée. Aujourd'hui, on est en train de... Parce que je n'aime pas le mot reconstruire un pays, parce que quand on reconstruit un pays, c'est qu'on va garder le socle, on va garder des piliers qui étaient déjà pourris avant. Donc, moi, je préfère de construire un pays, une autre république nouvelle. Cette constitution, dans tous les paramètres, pas uniquement dans le secteur de défense, il faudrait les mettre dans les droits à la santé, les droits à l'éducation, tout ça, les rendre constitutionnels, parce que c'est avec ça que demain, le pauvre citoyen qui est en bas pourra revendiquer ses droits. Donc, constitutionnaliser l'intervention, c'est, vous savez,
cette décision, c'est comme le bouton de l'arme nucléaire, d'accord? Cette décision, là, on revient au peuple. Et c'est ça, pourquoi il y a eu le Hirak du 22. C'est dire que c'est le peuple qui est la source du pouvoir. Par cette constitutionnalisation de l'acte d'envoyer nos troupes au-delà des frontières, même dans un cadre onusien, parce qu'on a eu un contingent. Il y a des fois, on a 4 personnes, 2 personnes qui participent, comme au Cambodge, on a eu tout un contingent. Donc le fait de le faire passer par l'accord du peuple à travers ses représentants, je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait. C'est un débat qui est ouvert et tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Voilà, merci messieurs. Le débat se termine en tout cas pour nous ce soir. On aura peut-être l'occasion d'en reparler encore, puisque les débats sont ouverts sur cet avant-projet de constitution. Aujourd'hui, comme je vous le rappelle, il a été question de cette constitutionnalisation de l'envoi de nos troupes de l'armée nationale populaire au-delà de nos frontières. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Monsieur Hadem d'avoir participé à cette émission. Monsieur Mediouni, merci pour toutes vos informations. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.